Moi, c'est Olivier Coinet. Chez ABC Arbitrage. Alors, à ABC Arbitrage, depuis plus de 10 ans, il y a deux équipes de développement qui sont bien séparées. D'un côté, il y a Auto Trading qui s'occupe de toutes les problématiques front, les ordres, la market data, les ordres, c'est éteint. En fait, ce micro-là, il fait que le micro, vous parlez fort. Non, je vais parler fort, tout simplement. Ok, ça marche. Ok, on va recommencer. Alors, depuis plus de 10 ans à ABC Arbitrage, il y a deux équipes de développement bien séparées. D'un côté, Auto Trading, qui s'occupe des problématiques front, la market data, les ordres, les automates de trading. Et d'un autre côté, il y a Framework, qui s'occupe de tout le reste, du middle au back, en passant par la gestion du risque et les outils de recherche opérationnelle. Alors, évidemment, l'équipe Auto Trading est composée de gourous qui codent en C++ et qui parlent toute la journée de R-Value et de Memory Model. Je dis évidemment parce que c'est bien connu, il vaut mieux utiliser un langage bas niveau comme le C++ ou même l'assembleur pour les programmes basse latence. En tout cas, c'est ce que dit la sagesse populaire. Mais on s'est rendu compte que de plus en plus d'acteurs de la finance utilisaient des langages managés pour faire de la basse latence, particulièrement le Java. Alors ABC, on s'est dit pourquoi pas nous. Et un jour, on a eu un besoin avec des contraintes de latence importantes et on s'est dit que le C# c'était la meilleure option. Et on est parti et on l'a développé en C#. Donc cette présentation, c'est un retour d'expérience sur le développement d'une application. Cette application est en production depuis plus d'1 an. Alors son nom de code c'est Scarlett. On voit bien qu'il n'y a que des filles dans... il n'y a pas de filles dans l'équipe. Et je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'elle fait, c'est top secret. Donc on va vous faire un retour d'expérience pour vous montrer que le low latency en langage managé, c'est possible, ça fonctionne, et pas que en Java. Dans un premier temps, on va vous montrer le contexte. Le low latency, le langage managé, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, et puis enfin on verra comment est-ce que ça marche. Alors je ne vais pas rentrer dans une comparaison détaillée du C++ et du C#, mais je vais juste revenir sur 3 caractéristiques importantes des langages managés. D'abord, la compilation just in time. Alors ça a comme effet de ralentir le temps de démarrage des applications. Pour nous, c'est pas trop un problème. Scarlett, c'est une application serveur. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est des applications serveurs, donc le temps de démarrage, c'est pas gênant. Par contre, la compilation n'a pas lieu que au démarrage. Comme elle se fait à la volée, elle peut se déclencher un peu n'importe quand. Et évidemment, une compilation qui se déclenche un peu n'importe quand, ça peut nuire à la latence. Heureusement, on a des solutions, des astuces, notamment grâce à runtime helpers.prepareMethods, qui permettent de forcer la compilation de tout le code, de toutes les méthodes au démarrage. Alors, qui dit compilation just in time dit aussi compilation rapide. Donc malheureusement, dans certaines situations, moins efficace que la compilation native. Bon, en même temps, quand il se tape plusieurs dizaines de minutes de compilation à chaque fois, il faut bien que ça serve à quelque chose de temps en temps. Alors, autre caractéristique, le GC, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Il faut juste retenir qu'il est non déterministe, donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire quand est-ce que ça va se déclencher. Et également, quand il se déclenche, ça met en pause tous les threads de notre application. Troisième caractéristique, on est censé avoir un environnement plus sécurisé. Alors par exemple, on ne peut pas faire de code unsafe par défaut, ou bien on a des contrôles lors des accès aux éléments des tableaux pour vérifier qu'on ne dépasse pas des limites. Dans la pratique, plus sécurisé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de gros plantages. On peut toujours avoir des exceptions non catchées, on peut avoir du code unsafe qui plante, on peut avoir des appels à du code natif ou à des libs externes qui nous font planter nos applis. On s'est tous un jour ou l'autre retrouvés avec une application qui plante complètement et juste un pauvre code d'erreur dans l'event viewer. Et rien dans les logs évidemment. Plus sécurisé, souvent on dit plus sécurisé c'est aussi plus lent. Bon, c'est pas toujours vrai. Si je prends l'exemple des tests des limites des tableaux, au final souvent ils sont retirés par le JIT. En plus c'est juste 2 instructions, compare and jump. Ces 2 instructions elles sont fusionnées en une seule au niveau du processeur. Et en plus ce test en fait il se retrouve dans une branche qui a une probabilité d'exécution très faible et donc ça limite l'impact sur les performances.
Et puis de toute façon, on peut toujours faire du code unsafe pour éviter d'avoir les tests. Alors on parle de langage managé, mais aussi de latence et surtout de low latency. Low latency, c'est un peu comme high frequency trading, ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui était low latency il y a quelques années, c'est assez démocratisé. On parle maintenant de ultra low latency pour l'état de l'art. De manière générale, dans un système, pour améliorer la latence, on va avoir tendance à limiter le nombre de composants, à les faire tourner sur la même machine, voire au sein du même processus. Dans le processus, on retrouve ce même besoin de simplification, avec des threads qui sont moins nombreux, qui communiquent plus intelligemment. La simplification extrême, évidemment, c'est le monothreading. Et puis, évidemment, il y a plein de technologies qui évoluent en parallèle de ça, plein de nouveaux outils qui se développent. En software pur, on peut avoir des latences qui sont de l'ordre de la micro. Si on veut passer le cap de la micro, il va falloir faire appel à des solutions hardware comme le FPGA. Aujourd'hui, on va rester modeste. On parle d'une application qui a des temps de traversée de l'ordre de quelques dizaines de micros. Alors, le fait que la latence soit plus ou moins basse, ce n'est pas la seule caractéristique qui nous intéresse. On va aussi s'intéresser au fait que la latence soit stable, c'est-à-dire qu'elle ait le moins de variations possible. Tu veux ça aussi ? Désolé pour la condition. Pensez à tous ceux qui ne peuvent pas avoir la presse maintenant et qui seront contents d'avoir le son plus tard. Donc on parle de latence prédictible. Alors est-ce que c'est pas un peu pour ça finalement qu'on utilise des langages comme C ou C++ qui n'ont pas tous les intermédiaires de la GC, du JIT, de la VM et qui permettent du coup de faire des programmes qui sont un peu plus prédictibles ou dont le comportement est plus prédictible? En fait oui, c'est souvent pour ça qu'on met en avant les langages natifs. On va voir qu'il y a quand même d'autres bonnes raisons d'utiliser des langages managés. On parle de C# dans notre cas. On va passer sur celles qui nous ont semblé importantes à nous, en commençant par une raison qui n'est pas du tout liée à la performance, à la technique directement, mais les équipes. Si vous avez déjà une super équipe de développeurs Java ou C#, vous n'allez pas forcément vouloir vous lancer dans du recrutement massif de développeurs hardcore C++, spécialistes à basse latence. Déjà parce que c'est un peu compliqué, et puis il y en a un peu moins, on va dire, que développeurs Java et C# en ce moment. Et surtout, vous allez pouvoir confier votre projet à des gens qui maîtrisent complètement déjà l'environnement technique, a priori, sinon l'équipe a quelques problèmes, et également l'environnement métier, ça c'est le plus important. Parce que peut-être c'est ce qui va faire la vraie différence au niveau du succès de votre projet. Nous, dans notre cas, on avait des développeurs C++, Olivier l'a dit rapidement, et des développeurs C#. Ce qui nous a semblé pertinent, c'était de faire une équipe mixte avec des développeurs C++ qui étaient un peu bilingues et des développeurs C#. On est parti sur une application mais 100% managée. À l'époque, c'était le choix qui nous semblait le plus pertinent, en gros, parce qu'on avait des contraintes, on va dire, en termes de disponibilité, d'availabilité des ressources et de allô, excusez-moi. On avait des contraintes de disponibilité et surtout d'expertise et technique et métier qui nous ont permis de dire c'est ce choix qui est le plus raisonnable. Il y a d'autres avantages à partir sur un environnement managé, notamment tout ce qui est système, écosystème, outils. Donc je ne vais pas revenir sur les temps de compilation, on sait que ça peut faire la différence. Mais grosso modo, il y a certaines caractéristiques bien intéressantes au niveau d'une VM, notamment tout ce qui permet de faciliter le profiling, le debugging, tout ce qui permet de rendre l'analyse de code statique plus facile. Et en gros, l'écosystème global s'en ressent et on a voulu garder ça, nous, en tant que société. Il y a aussi, on peut parler de trucs un peu plus anecdotiques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Je ne sais pas si vous connaissez Visual Assist. Donc il y a quelques développeurs C++, j'en vois qui sourient bizarrement là-bas. Si vous êtes habitué à ReSharper, sachez que moi c'est un Visual Assist que j'utilisais il y a 10 ans dans Visual C++ 6 à l'époque. Aujourd'hui il existe toujours et il ne s'est toujours pas renommé comme il faut les classes, quoi. Donc il faut se rendre compte que la vie du développeur, c'est pas forcément le même quotidien quand on fait du C++ et du C#. Donc parfois on veut faire cet effort-là pour certaines raisons, mais dans notre cas en tout cas on ne veut pas le faire. Et c'est même pas la faute des outils, c'est souvent lié au langage avec lesquels ils sont obligés de composer. Donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles C# peut permettre aux développeurs d'être plus productifs que C++. On ne va pas rentrer dans la petite guéguerre des langages, mais en gros certains concepts, l'expressivité même relative du langage, C# par rapport à C++ par exemple, même Java, et certains concepts qui sont inhérents même à la machine virtuelle, pardon, comme
je sais pas, tout ce qui est génération de code, tout ce qui est réflexion, ça permet d'avoir des API et des codebases qui sont en général un peu plus clairs, des designs un peu plus propres. Nous, c'est quelque chose qu'on a voulu éventuellement garder. Après, il y a la question des performances. On peut se dire, oui, mais alors, c'est moins performant. En réalité, les performances pures, que ce soit en Java ou en C#, sont assez bonnes généralement. Et en tout cas, c'est pas quelque chose, même si C++ a un edge de temps en temps, qui va nous permettre de garantir les latences. Donc ça, on va y revenir assez longuement. En gros, nous, quand on a commencé le projet, on suivait depuis un petit moment certains acteurs de la finance. Je ne sais pas si vous connaissez Elmax, Informatica, c'est des boîtes qui vous parlent. C'est en fait des acteurs très connus dans le monde Java, notamment dans le monde de la finance, et qui sont réputés pour être à la pointe de ce qui peut se faire en langage managé, plutôt en Java, pour la basse latence et la stabilité des latences. Il y avait aussi des boîtes comme Azul qui proposaient des VM commerciales, avec des GC Poseless. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est aussi intéressant. Donc il y a pas mal d'émulsions dans le monde Java. Et puis il y a des éditeurs, Java et .NET, dans le monde de la finance, qui proposaient des libs avec des caractéristiques de performance et de latence extrêmement impressionnantes, alors qu'elles étaient fully managed. Nous, on est allé à la QCon 2012, on avait rencontré les gens de Rapid Edition, ils avaient fait un talk sur la basse latence pour leur Fix Engine, qu'ils avaient développé en C# et en Java, ils ont 2 versions. On avait pas mal discuté avec eux, ils nous avaient expliqué un peu quelles techniques ils avaient pu utiliser pour améliorer les latences. Et nous, quand on a eu un peu plus tard besoin de trouver un Fix Engine pour notre projet Scarlett, on a benchmarké et leur solution et celle des principaux acteurs dans ce domaine. Et tous des gens, des solutions commerciales très payantes, réputées pour être performantes. Et quand on faisait des tests qui se concentraient sur la stabilité de latence, on voyait qu'il n'y avait que Cheetah, qui est un Fix Engine Rapid Edition, qui nous garantissait en fait ces latences-là. Et on s'est dit en fait, toutes les techniques dont ils nous ont parlé, toute cette méthode et cette façon de programmer rend possible d'avoir des très bonnes latences en C#. Donc nous, ça nous a un peu conforté dans le fait de partir sur notre projet en C# pur. Alors maintenant, on va voir concrètement ce qu'on peut faire pour améliorer les latences. Mais pour ça, on va d'abord s'intéresser aux caractéristiques de la latence. Alors ça, c'est le graphe classique de la latence en fonction de la charge. On voit un petit effet bénéfique au début, souvent quand une application tourne à vide, il y a des threads qui s'endorment, qu'il faut réveiller, etc. Très rapidement, on atteint un rythme de croisière avec une bonne latence. Et puis, au bout d'un moment, on atteint la capacité de l'application et puis la latence se dégrade très rapidement. Alors sur ce graphe, le throughput c'est la donnée d'entrée, on suppose qu'il est régulier et qu'on le fait augmenter régulièrement. Généralement quand on parle du throughput d'un système, il s'agit de son débit max, c'est-à-dire du nombre maximal de messages, de requêtes ou d'opérations qu'il peut traiter par seconde. La latence par contre sur ce graphe, on ne sait pas trop ce que c'est. Le graphe laisse supposer que pour un débit donné, la latence est constante, mais ce n'est jamais le cas. Pour un débit donné, la latence peut beaucoup varier. Alors souvent, quand on parle de latence, il s'agit de la latence moyenne. Le problème, c'est que la moyenne, ça masque complètement les inégalités. Donc pour voir les inégalités de la latence, il faut s'intéresser à la distribution des latences. Donc ça, c'est un graphe de distribution de latence qui vient de Scarlett. Les valeurs ne sont pas follement basses, mais on voit qu'elles sont très stables. Il y a quelques valeurs par ici qu'on voit, mais c'est vraiment très limité et ça part pas très loin. Au maximum, c'est 100 micros. Alors la moyenne pour ce graphe, la moyenne des latences, c'est 37 micros. Mais en fait, on aurait pu avoir exactement la même moyenne avec un graphe et une distribution complètement différente. Ici, on voit que la latence n'est pas du tout stable, il y a des gros écarts, il y a une queue de distribution qui est très longue. Théoriquement, on aurait pu avoir des pics de latence de l'ordre de la milliseconde, voire même de la seconde, en ayant quand même une latence moyenne de 37 micros. Alors bon, regarder des graphes c'est sympa, mais ça ne remplace pas quelques chiffres. Ce que vous devez mesurer, alors là, même si on vient de voir 2 graphes très différents avec la même moyenne, la moyenne c'est quand même une information importante. Mais si vous voulez mesurer la stabilité de vos latences, il faut mesurer le max, mais il faut aussi et surtout mesurer les percentiles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle du 95e percentile, il s'agit d'une valeur pour laquelle on a 95% des latences qui sont en dessous et 5% des latences qui sont au-dessus. Donc plus vous voulez être précis et exigeant, plus vous allez mesurer de percentiles, le 99e, le 99,9e, 99,99e et ainsi de suite.
Et puis vous pouvez aussi mesurer le minimum. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est une valeur qui fait toujours plaisir. Alors, bon, vous savez maintenant ce qu'il faut mesurer. Vous demandez quand est-ce que je mesure ça? Bah, maintenant, c'est pas mal. Je dis maintenant alors que je ne sais pas où vous en êtes avec votre application, votre projet particulier. C'est normal. En fait, si votre application est en production, il faut mesurer la charge et les latences. Mais bien avant la mise en production, vous devez avoir un environnement qui vous permet de faire des tests de charge. Et ces tests de charge, idéalement, il faut les automatiser, historiser les résultats pour pouvoir les comparer et identifier les régressions. Vous pouvez aussi faire des micro-benchmarks, des parties clés de l'application. Là aussi, c'est intéressant d'avoir des tests qui sont automatisés avec historisation des résultats pour comparaison et comme ça, on peut voir les régressions. Alors, si vous mettez tout ça en place et que vous voyez que vous avez des latences qui sont assez volatiles, il y a plusieurs raisons possibles. Si vous faites tourner 2 fois le même test, vous n'avez jamais exactement les mêmes résultats en termes de performance. D'ailleurs, ça choque personne. On lance 2 fois le même test, on a des résultats différents. Après, on explique aux gens que le développement informatique, c'est sérieux. En fait, derrière cette latence, il y a 2 phénomènes. Premier phénomène, tout simplement le fait que votre programme n'est pas tout seul sur la machine. Donc il partage les ressources, le CPU, la mémoire, le réseau, etc. avec les autres processus. Pour régler ce problème, c'est pas très difficile. On peut augmenter la priorité du processus. Mais ce qui marche le mieux, c'est d'avoir beaucoup de ressources, donc avoir plein de cœurs sur la machine, plein de mémoire, etc. Comme ça, on n'a pas de problème. Et puis avec un peu de bon sens, on évite de lancer Windows Update à l'ouverture des US à 15h30. Il y a un deuxième phénomène qui explique cette variation, c'est tout simplement le jitter. Le jitter, c'est la variance liée à l'électronique. Ça peut générer des écarts de latence de quelques micros. Bah, celui-là, on ne peut pas faire grand-chose, il faut vivre avec ou bien faire du FPGA. Alors les locks, bah, ça vous connaissez tous. Un lock, ça coûte presque rien quand il n'y a pas de contention. Et dès qu'il y a plusieurs threads qui cherchent à accéder à la ressource en même temps, le coût monte en flèche. Et ça génère des écarts de latence assez importants. Alors si vous faites un benchmark d'une fonction en lui passant tout le temps les mêmes paramètres, la latence va peu varier. Mais en production, votre application va traiter des messages, des requêtes très différentes. Et en fait, ces paramètres vont tout simplement faire, peut-être au niveau de vos algorithmes, passer par des chemins d'exécution différents ou exécuter des itérations plus longues. Bah, c'est tout simplement une source normale de variation de la latence. Alors pour ce benchmark, j'ai pris une petite fonction de pricing que j'ai lancée sur mon poste en lui passant toujours les mêmes paramètres. Il n'y a pas de lock, il y a beaucoup de machine noise parce que je l'ai lancé sur mon poste en cours de journée, mais quand même on voit nettement l'influence d'une donnée qui est assez récurrente et qui a l'air d'avoir un impact sur la latence. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Évidemment. Évidemment, c'est les GC. On va parler longuement des GC. Juste avant ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les autres raisons qui créent des causes de variation de latence. On pourrait être tenté de commencer par tout ce qui est micro-optimisation. Parce que quand on dit on veut des basses latences, on veut des très bonnes performances, le réflexe c'est de se dire super, je vais faire un peu d'inlining, je vais reordonner mes if, je vais faire des for à la place des for each, ou ce genre de petites optimisations. Donc ça clairement ça va mieux faire marcher en termes de performance votre programme, vous allez gratter quelques micros quand vous êtes chanceux, et vous allez peut-être devoir les faire. Mais ça ne va pas stabiliser vos latences. Pour stabiliser les latences, il va falloir s'attaquer au plus gros problème. Il y en a un qui a été évoqué et... Allô ? Oui, ça marche toujours? Ça marche différemment alors. Ouais. Pas de problème. C'est très perturbant, mais on va continuer. On va parler des algorithmes. Les algorithmes, en fait, eux, ils peuvent conditionner la stabilité de vos latences. Si vous avez le process que vous monitorez et pour lequel vous voulez stabiliser vos latences, qui implique des algorithmes dont la complexité est linéaire, par exemple, ou pire, ces mécaniques, vous n'allez pas pouvoir garantir une stabilité de latence. Je prends un exemple, ça rejoint un peu le talk d'Itamar, à un moment donné il parlait de certains algorithmes spécifiques pour le search. Imaginez que vous êtes un broker de messages, vous avez un message avec je sais pas, un topic et vous voulez déterminer à quel client vous devez le forwarder. Si vous scannez tous vos clients un par un pour lui demander en gros est-ce qu'il a des subscriptions qui matchent, et vous allez clairement avoir des latences qui vont être différentes si vous avez un seul client ou si vous en avez 100. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver des moyens évidents d'utiliser des algorithmes de complexité constante, c'est l'idéal, ou logarithmique, ça marche aussi. Donc on peut se reposer sur des algorithmes spécifiques, un business en général, c'est assez bien documenté tout ça. Genre des Radix Tree, Patricia Tree, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était cité ce matin.
Donc ça c'est important. Les modèles, la façon dont vous allez modéliser votre state et modéliser en fait votre logique métier, il va falloir rester le plus simple possible, éviter toutes les abstractions qui servent à rien. Et il y a un cas un peu particulier, c'est que le modèle il va sans doute évoluer et vous allez devoir le modifier probablement depuis plusieurs threads. Si ça se passe, vous allez être obligé de gérer la synchronisation. La synchronisation aujourd'hui, le moyen le plus simple c'est d'utiliser des locks. Si vous faites des locks, vous allez tomber sur une deuxième catégorie de problèmes qu'il va falloir résoudre et qui, elle, a aussi un énorme impact sur la variabilité des latences. Donc, il y a des gens qui ont un peu peur des deadlocks quand on parle des locks. Moi, je me dis, les deadlocks, en fait, c'est lié à des bugs. Donc, si vous enlevez les bugs, vous n'avez plus de deadlock. Par contre, la contention, c'est rien à voir. Je ne sais pas si vous savez combien de temps coûte un lock. Un ordre de grandeur, personne ne veut essayer de guesser? 20 nanos, pas mal. C'est à peu près l'ordre de grandeur, effectivement. En gros, si on prend une opération extrêmement rapide, 2 nanosecondes, et qu'on compare un thread qui fait cette opération-là aussi vite que possible avec un thread qui essaye de faire la même chose en prenant un lock, ben on voit qu'il y a une énorme différence. Parce que l'opération est très courte. Si on dit que le temps de processing est de uniquement 5 microsecondes, on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence entre prendre un lock sans contention, c'est-à-dire sans que personne d'autre ne le cherche à le réclamer en même temps, versus la version qui ne lock pas. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que plus on rajoute des threads et que tous ces threads cherchent à accéder à la même ressource protégée, les performances globales, déjà du point de vue chaque thread, diminuent, et en plus, au niveau tout à fait global, c'est pas forcément mieux. Donc ça, c'est ça qu'il va falloir essayer d'éviter. Si je me mets du point de vue d'un thread et que je regarde combien de temps j'ai attendu le lock. Quand il y a un seul thread, c'est très très bon, tout le temps. Donc là, j'ai calculé en gros les percentiles de la distribution en fait, des temps d'attente. Dès qu'on rajoute un deuxième thread, eh ben on se rend compte qu'à 99% tout va à peu près bien, 99,5% c'est bon, par contre la queue de distribution elle explose totalement. Et là on rentre dans des ordres de grandeur qui sont de la milliseconde. Donc ça veut dire que si on n'a pas trop de chance que la charge augmente et que toutes les personnes essayent d'attaquer au même moment la même ressource, vous allez avoir la plupart du temps des temps qui vont rester corrects, mais de temps en temps, et c'est ça, c'est les gros pics de variation, vous allez exploser vos latences. Et là encore, on parlait des temps d'attente, je n'ai pas parlé de la latence en tant que telle, puisque s'il y a plusieurs opérations qui sont séquencées, les premières arrivées enfin, si vous voulez, le retard va se cumuler de message en message. Donc les derniers qui arrivent vont potentiellement se taper les attentes de ce genre-là sur plusieurs messages précédents. Donc comment on fait ça? On peut toujours continuer à faire la synchronisation mais sans utiliser de lock. Donc là c'est un peu compliqué, on utilise des primitives de plus bas niveau. Vous avez entendu probablement parler des opérations de type compare and swap. C'est des choses qui permettent d'éviter que le kernel soit impliqué pour faire de l'arbitrage, puisqu'on reste au niveau user. C'est assez compliqué, c'est ce qu'on appelle faire de la programmation en général lock-free. On utilise des structures des algorithmes lock-free. C'est très dur de faire ça correctement. Donc une bonne solution, c'est de dire, si j'ai un modèle qui peut bouger, je vais essayer de le modifier que depuis un seul thread. L'avantage, c'est qu'on a des CPU ultra rapides aujourd'hui. On peut faire des millions et des millions d'opérations par seconde. Et qu'en gros, d'ailleurs, c'est même pas la puissance et la rapidité même du CPU qui est souvent le bottleneck, mais c'est plutôt les patterns d'accès à la mémoire et tout ce qui est lié au cache miss. Donc si on fait ça, il faut quand même trouver un moyen, parce qu'on ne va pas avoir forcément qu'un seul thread dans notre application, de faire communiquer les threads de façon optimale. Et pour ça, on peut recourir à certains moyens de communication entre threads très performants. Je vais parler du disruptor rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler du disruptor? Quand même pas mal de gens. On pourrait faire une présentation qui parle du sujet uniquement, donc on va pas essayer on va faire une version très simplifiée. En fait, c'est une librairie qui a été créée par Lmax. Lmax, c'est une des boîtes qu'on citait tout à l'heure, en Java, et c'est une librairie de message passing extrêmement performante entre threads, qui, elle, se base sur des implémentations log-free. Donc, en gros, ils ont des performances qui sont terriblement supérieures à celles qu'on a généralement dans les structures dont la sémantique d'utilisation est à peu près la même, genre des blocking collection, des blocking queue en Java. Et pour faire ça, ils ont pu la seule façon d'arriver à cette différence de performance, c'est de prendre en compte la façon dont le matériel fonctionne. C'est ce qu'ils appellent la mechanical sympathy. Donc ça, c'est un terme qui a été remis au goût du jour par Martin Thompson. C'est le fondateur de Lmax. Il fait du Java essentiellement, mais il s'intéresse globalement à toutes les problématiques de code managé. Et lui, il dit en gros, on ne peut pas être efficace si on ne maîtrise pas totalement, si on ne reprend pas un peu la main sur ce que fait le CPU, ce que fait la RAM, ce que fait le réseau, ce que fait le matériel.
vraiment. Et ça, en gros, c'est quelque chose qu'on peut vérifier par on va dire des petits phénomènes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ce qui est branch prediction ou tout ce qui est false sharing. On va s'arrêter 2 secondes sur l'exemple du false sharing. En gros, dans une architecture multicore actuelle, donc on a une vue simplifiée d'un CPU, j'ai mis qu'un seul niveau de cache, on peut supposer que c'est le cache L1, c'est-à-dire qui est spécifique à chaque core. Lorsque 2 threads ont pour leurs besoins l'envie d'aller modifier chacun une zone mémoire qui est proche l'une de l'autre mais de façon complètement indépendante, donc ils n'ont pas de synchronisation à gérer, et bien si le thread A le fait, il va pouvoir charger ce qu'on appelle une cache line, c'est-à-dire une partie de la mémoire principale au niveau du cache L1 et travailler ici avec une latence de quelques nanosecondes, de 3 à 6 nanosecondes, c'est assez variable, c'est les ordres de grandeur, versus 80-100 nanosecondes pour aller taper la mémoire principale. Donc là, ça va être très efficace. Si le second thread veut faire la même chose, pareil, lui aussi va pouvoir charger la même cache line. En revanche, si les deux veulent faire ça en même temps, ils n'ont pas de synchronisation parce qu'ils sont en train de travailler sur des zones mémoire différentes. En revanche, ils vont invalider leur cache mutuellement et chacun d'entre eux sera obligé d'aller taper dans la main memory à chaque fois, au lieu de travailler sur un cache et du coup d'avoir un énorme gain de performance. Une façon simple de résoudre le problème, c'est de savoir que ce phénomène peut arriver. Et du coup, quand on a ce type de pattern d'accès mémoire, on peut créer artificiellement un offset entre les 2 zones mémoire qu'on veut accéder, pour qu'en fait les données manipulées se retrouvent dans 2 cache lines différentes, et ce qui va permettre aux 2 threads de pouvoir travailler avec les latences qui sont celles entre un core et un cache, au lieu d'être entre un core et la memory. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on entend par mechanical sympathy, c'est-à-dire prendre en compte vraiment ce que peut faire le matériel. Alors on n'a pas autant d'options de configuration qu'en Java, peut-être parce que de base la GC marche mieux qu'en Java, peut-être aussi parce que la GC est self-tuning et qu'elle va s'adapter au comportement de l'application, mais on a au moins le choix entre GC Workstation et GC Server. Alors en GC Server, on a plusieurs threads dédiés aux collections, ce qui fait que les collections durent moins longtemps. On a aussi le choix d'activer la GC Concurrent. Donc avec la GC Concurrent, il y a une partie de la collection qui se fait en mode non bloquant. En gros, la collection des générations 0 et 1 est faite en mode bloquante, synchrone, stop the world. Et la génération 2, elle est faite en asynchrone. Et on peut aussi configurer le mode de latence entre batch, low latency, interactive, etc. Alors on a fait beaucoup de tests, et ce qui fonctionne le mieux, c'est GC Server, Concurrent et low latency. Non, c'est pas vrai. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'aucun de ces paramètres ne vous apporte la garantie d'améliorer la latence spécifique de votre application. Chacun de ces paramètres doit être testé et mesuré, son impact doit être mesuré avec des tests de charge longs. Et quand je dis long, ça ne veut pas dire 1 heure, ça veut dire que je laisse tourner mon test de charge toute la nuit, voire tout le week-end. Si vous n'êtes pas prêt à faire l'effort de mesurer précisément cet impact, il vaut mieux ne rien changer. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Nous, on en a eu. Alors une fois que vous avez configuré le GC, vous pouvez essayer de limiter les allocations. Rien qu'avec ça, vous pouvez améliorer la latence de façon significative. Et comme généralement 90% de l'activité a lieu dans 10% du code, vous pouvez avoir des gains importants en termes de latence sans faire d'efforts démesurés. Ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique même pour des applications qui ne sont pas low latency. Par contre, diminuer les allocations, ça va uniquement faire baisser la moyenne, éventuellement quelques percentiles, mais vous allez toujours avoir des pics de latence au moment des passages des collections. Donc pour avoir une latence vraiment stable, prédictible, il faut supprimer la GC. Alors, supprimer la GC, est-ce que c'est possible? Je rappelle les critères de déclenchement. 1. Un appel à GC Collect. Bon, ça c'est facile, il suffit de pas l'appeler. 2. Le système n'a plus beaucoup de mémoire physique. Ça aussi, ça peut être réglé assez facilement, il suffit de blinder le système de RAM et puis on est bon. 3. Vous venez d'allouer un objet et la génération 0 a atteint un seuil qui fait que ça déclenche une collection. Bah là, la solution est évidente aussi, il suffit d'arrêter d'allouer. Appliquer la solution, par contre, c'est un autre problème. Il y a un fossé important en termes de difficulté entre diminuer les allocations et supprimer complètement les allocations. Le code sera plus complexe, plus lourd. Généralement, ce sont des caractéristiques que l'on veut éviter. Si vous avez une code base en place assez importante, c'est très difficile de revenir dessus après coup pour supprimer les allocations. C'est plutôt une décision qu'on veut prendre dès le début. Par contre, tout le code de l'application n'a pas besoin d'être 0 alloc. De toute façon, au démarrage, c'est quasiment impossible de ne pas allouer. Donc autant en profiter, initialiser tout ce qu'on veut, charger les choses, configurer tout ce qu'on veut et ensuite on arrête d'allouer. Ensuite on passe dans la phase running où là il n'y a plus d'allocation
Et à l'arrêt, généralement, c'est pareil, on n'a plus trop de contraintes de latence, on peut se permettre d'allouer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces phases-là, vous pouvez vraiment faire le code que vous voulez, sans contrainte, taper en base de données, utiliser un conteneur IOC pour tout initialiser correctement, faire du code propre, utiliser plein de monoïdes si vous voulez, c'est OK. Il y a aussi pas mal de code qui peut être écrit sans contrainte. C'est tout simplement les tests. Les tests unitaires, vous pouvez les écrire normalement avec les frameworks que vous voulez, faire des mocks, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc en gros, les tests, setup, teardown, ça c'est du code normal. Vous devez juste vous appliquer pour la phase running, la phase opérationnelle. En réalité, même pendant cette phase opérationnelle, s'il y a des choses que vous exécutez très rarement, par exemple un rechargement dynamique de paramètres, vous pouvez décider d'allouer. En fait, il faut faire un compromis entre le gain de latence et le coût en termes de développement et de maintenance de chaque fonctionnalité. Ouais. Je vais parler dans le laser. Donc ok, on va essayer de remover complètement tout ce qui est allocation pour éviter la garbage. Et ça pendant la phase opérationnelle. Donc qui dit pas d'allocation, a priori dit pas de new. Donc comment ne pas utiliser le new? On va pouvoir les utiliser au démarrage et après les réutiliser. Réutiliser nos instances. Donc ça c'est une technique très simple. C'est quelque chose qu'on fait des fois par bon sens, qu'on a déjà des objets assez fat, genre des gros buffers d'émission ou de réception et qu'on recycle simplement parce qu'on les garde en tant que membre d'instance. Donc ça vous allez évidemment vouloir continuer à le refaire. Mais dans certains cas, en fait, la durée de vie de l'objet est un peu plus compliquée à maîtriser parce que la personne, le composant qui a besoin de l'instance n'est pas forcément celui qui sera en mesure de pouvoir le détruire ou le réaliser. Et dans ce cas-là, on fait appel à une version plus de la réutilisation d'objets. C'est des pools d'objets tout simplement qu'on initialise au démarrage de l'application. On instancie toutes les instances qui nous semblent suffisantes, donc souvent on prend ça peut être configurable, mais des tailles importantes. Et puis par la suite on a une sémantique simple, c'est j'acquiers une instance, je travaille avec, je la passe à quelqu'un d'autre éventuellement, et puis quand plus personne n'en a besoin, il la réalise auprès de la pool, après l'avoir reseté, pas forcément celle-là. Du coup, ça va être une technique qui va vous permettre de réduire la plupart de vos allocations évidentes, c'est-à-dire explicites. Todd Montgomery, qui est aussi un petit gourou de la basse latence en Java, un gros gourou même je pense, il travaille sur une solution de messaging entre autres, en tout cas il s'est fait connaître sur Informatica grâce à ça. Lui il pense carrément qu'en Java c'est devenu quelque chose qui est quasiment standard dans certains domaines qui requièrent de la performance, et il dit même que c'est en train de modifier la façon dont les API sont distribués par certains frameworks et certaines libs réputées pour être performantes en Java, avec la possibilité de pouvoir réutiliser les instances et d'utiliser les API en zero garbage manner. Donc ça c'est important. Il y a pourtant moyen d'utiliser des new sans que ça crée des allocations. Est-ce que vous avez une idée? Durant la phase opérationnelle. Ouais. Les value type. Donc ça c'est un vrai avantage qu'on a par rapport à d'autres runtime, notamment par rapport à Java, c'est qu'on a le support des value type, donc des structures qui peuvent être allouées sur la stack et qui sont libérées du coup à la fin d'un scope, donc de façon complètement prédictible, et ça on va pouvoir les utiliser sans se priver. L'intérêt de ça c'est que c'est aussi très performant, on peut avoir des patterns d'accès mémoire assez optimisés si on crée par exemple des tableaux de struct, donc il faut le garder en tête. En revanche, il y a un retour de bâton possible. Est-ce que pareil, vous avez une petite idée? Stack Overflow, alors il faut faire attention évidemment à la taille des structs, il y a des recommandations de ce côté. Je pense plutôt à celui-là, le boxing. Vous voyez tout ce qu'est le boxing? En gros, ça on va pas pouvoir se le permettre parce que boxer ça veut dire qu'on va prendre tout ce qui est sur la stack et on va le mettre sur le heap d'une façon ou d'une autre, de façon transparente. Et du coup, on a une allocation. Donc plus le droit de boxer aussi. Et ça c'est plus compliqué à gérer, ça peut être un peu subtil. Un petit quiz, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les deux bouts de code? Je vous aide parce qu'on va essayer d'aller assez vite. En gros, dans les deux cas, alors évidemment cette allocation on la compte pas, je parle juste de la boucle. La deuxième ici va provoquer une allocation qui n'est pas présente ici, tout simplement parce que dans ce cas-là, on manipule la liste en tant que liste, donc son type concret, et ici on la manipule en tant que liste. Donc qu'est-ce que ça change? En réalité, l'implémentation de l'énumérateur d'une liste, c'est une struct. Donc quand on manipule la liste en tant que liste, la méthode getEnumerator qui va être appelée
enfin l'appel va être généré par le compilateur, ce sera l'appel de cette méthode-là, et du coup on récupère la struct en tant que struct, et il n'y a pas de boxing, tout va bien. En revanche, quand on est en train de la manipuler en tant que ilist, c'est l'implémentation explicite de enumeral ou enumeral de t qui va être appelée, et du coup il y a un boxing de l'énumérateur qui reste toujours une struct évidemment, puisqu'il va être manipulé en tant que enumérateur. Donc ça c'est des allocations un peu cachées, il faudra se battre contre ce genre de choses régulièrement. Du coup on peut se dire, mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser des interfaces dans mes structs? Alors évidemment le C# le permet. Là je prends un exemple tout con d'une struct qui implémente eDisposable. Si je la manipule en tant que par son type concret, il n'y a pas de problème, on ne va pas avoir de boxing, on va juste un appel standard. Si en revanche je le manipule en tant que eDisposable, au moment de l'affectation, ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un boxing et là il y aura une allocation. Donc ça on n'a plus le droit de le faire et c'est assez facile à traquer dans ce cas là parce que c'est assez explicite. Mais des fois vous pouvez avoir des doutes. Est-ce que là ça alloue ou est-ce que ça alloue pas? Ça alloue pas? Vous voulez lever la main, on peut faire un jeu mais bon, on n'a pas trop le temps. En gros ça va pas boxer. Pour la bonne et simple raison que le compilateur a un indice un peu supplémentaire, donc c'est particulier aussi parce que using est quelque chose qui va être interprété particulièrement par le compilateur, mais il va générer ce qu'on appelle un call virtuel contraint, c'est-à-dire quelque chose qui est aussi utilisé dans le contexte des méthodes génériques ou des types génériques dans lesquels on spécifie where t deux points et on dit le t doit implémenter telle ou telle interface. Et du coup ce que permet les appels qui vont être générés par le compilateur sont des appels contraints qui n'impliquent pas le boxing préalable du type. Du coup quand vous faites souvent en code review on voit des gens qui font ce genre comment on appelle ça, de pattern, de signature sur leur méthode. On leur dit mais ça sert à rien ici, de toute façon dedans tu vas le manipuler qu'en tant que eDisposable, fais ça directement. Ils ont raison, d'un point de vue de la lisibilité du code, ça c'est un truc un peu inutile, mais pourtant dans notre cas ça va être important parce que dans un des cas, ici on va avoir les constraints virtual call et là on a un boxing dès qu'on passe à l'argument. Donc il faudrait penser à ce genre de choses. Un autre truc lié au struct qui n'est pas disponible en Java. Le code unsafe, ça aussi c'est intéressant pour des raisons de performance. Olivier en a parlé rapidement, on peut aller très vite pour itérer des tableaux de structure notamment, mais dans certains cas ça peut être pratique pour éviter des allocations. Si par exemple vous voulez accéder à l'état interne d'un décimal en .NET, un décimal en .NET c'est 128 bits, donc il y a un premier int en interne qui permet d'encoder la scale et le signe, et ensuite il y a une mantis sur 3 int. Si vous voulez récupérer cet état interne par exemple, pour faire la sérialisation ou pour envoyer ça sur un protocole qui n'est pas le même que celui de .NET, je parle des binary operators et compagnie, vous allez utiliser la méthode getBit du décimal qui vous retourne un tableau de 4 entiers. Et vous avez accès aux composants internes. Le problème c'est que le tableau il va être alloué, et vous ne pouvez pas faire ça. En unsafe vous pouvez faire différentes façons. Une astuce qui marche pour les décimaux et pour plein d'autres petites structures de ce genre-là, c'est de créer une structure qui a le même layout mémoire que la structure que vous cherchez à hacker. Ensuite, vous faites une petite comparaison de pointeurs pour accéder via votre proxy aux différentes composantes internes. Dans le cas du décimal, comme tout est de int, vous pouvez même faire un pointeur de int et manipuler ce pointeur comme un tableau pour simplement accéder aux différentes composantes. Dans tous les cas, le framework .NET, il y a plein d'endroits où ça va allouer. On peut prendre un exemple simple, les strings. La particularité des strings en .NET, c'est qu'elles sont immutables. Donc si vous voulez modifier une struct pour la réutiliser, vous n'allez pas pouvoir, parce qu'à chaque fois ça va instancier une nouvelle struct qui représente la manipulation que vous voulez faire. Il y a un autre désavantage, sur les performances, ça peut être discutable, mais en gros les strings en .NET, je ne sais pas si vous connaissez l'encoding par défaut, mais c'est UTF-16. C'est pas le plus gros, mais c'est pas le plus petit non plus. En finance, on travaille souvent avec de l'ASCII, notamment un protocole fixe. On peut se dire, est-ce que ça vaut le coup de tout le temps passer par des manipulations d'encoding, il y a un peu d'overhead et compagnie. Donc il y a des moyens d'éviter ça. Sur l'aspect mutabilité d'une string, si vous avez vraiment beaucoup de chance et que vous travaillez avec des strings qui sont de taille constante, ça peut arriver parfois sur des références ou des codes. Dans ce cas-là, vous allez quand même pouvoir les muter avec du code unsafe. Vous pouvez prendre un pointeur de caractère que vous faites pointer sur le début de la string et puis vous baladez dedans, vous modifiez en C-like, ça marchera très bien. Mais la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir faire ça parce que vous allez avoir des strings de taille différentes et du coup, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir implémenter vos propres strings. En gros, c'est un type, ça peut être une struct ou une classe, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en discuter par ailleurs, qui wrap un tableau. Un tableau soit de bytes si on veut rester sur des petits encodings, soit même de caractères si vous voulez rester avec des UTF-16, et ensuite vous maintenez la size à côté.
Donc ça peut paraître un peu hardcore, il y a d'autres choses qui peuvent faire peur. Les collections. Si je vous dis en gros que toutes les collections du framework.NET allouent, à part les tableaux peut-être, vous pouvez être inquiété. En réalité, on peut s'en sortir simplement puisque durant la phase de démarrage de votre application, vous pouvez préinstancier évidemment vos collections et leur fournir une capacité initiale suffisante pour qu'en fait les opérations de resize soient évitées durant la phase opérationnelle. Donc ça vous permet de vous en sortir pour tous les conteneurs qui ne sont pas concurrents. En revanche, en .NET, quasiment tous les conteneurs concurrents, que ce soit les concurrent dictionary, les blocking collection, etc., allouent, et pas seulement lors des resize, mais durant toutes les opérations à peu près standards. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez faire les vôtres. C'est compliqué à faire bien. Vous pouvez aussi éventuellement trouver des implémentations qui existeraient, qui sont déjà testées, approuvées, et éventuellement que vous auriez à modifier que sur la partie des allocations. Nous, on avait la chance de travailler avec le framework Gen 0 de Rapid Edition, la librairie dont on parlait au tout début, et ils ont quelques conteneurs concurrents qu'on a pu utiliser, notamment une concurrent stack. Et ils ont aussi une blocking collection qui n'alloue pas, qu'on ne s'est pas prié d'utiliser. Dans tous les cas, vous allez être surpris. Hein. Ça va de datetime.now qui alloue, par exemple, à des choses plus obscures comme les execution context. Si vous êtes familier avec la notion, c'est assez ancré dans le mécanisme même du CLR. C'est des choses qui permettent de passer des informations d'un contexte d'exécution à l'autre, notamment tout ce qui est lié à la sécurité, au thread local storage. C'est géré de façon statique, donc il y a des moments où il va allouer des choses. Vous pouvez parfois reprendre la main, par exemple dans le cas d'exécution contexte, vous faites exécution contexte.suppressFlow et ça désactive entre guillemets ces fonctionnalités de passage d'informations et vous allez éviter les allocations. Mais c'est pas toujours évident. Il y a aussi un dernier ennemi, c'est le compilateur, donc il est cool de la plupart du temps parce qu'il est rapide, contrairement à d'autres. Il vous permet d'écrire des jolies choses comme ça, toutes les lambdas qui arrivent péniblement dans certains autres langages. On les a depuis longtemps, on les utilise, j'espère que vous en utilisez régulièrement. Vous pouvez même faire des captures, faire des closures. Je ne vais pas rentrer dans tous les combinateurs possibles, mais c'est important de savoir ce que le génère le compilateur, parce que dans certains cas, il va vous gérer des allocations. Je vais prendre l'exemple de la capture d'un fil. Vous avez une classe toute simple qui prend une action, vous instanciez avec une lambda et vous faites un plus sur votre fil. Le compilateur, il va générer une méthode qui fait l'incrémentation, donc ce qu'il y avait dans le corps de votre lambda, et il va faire l'instanciation du delegate pour vous. Un delegate, c'est un référence type, donc allocation. Donc si vous capturez quelque chose qui n'est pas statique dans le body de votre lambda, vous allez créer des allocations. Si c'était statique, le compilateur aurait pu être plus intelligent. Il va toujours générer une méthode qui fait ce que vous voulez faire, mais il va la mettre statique et il va pouvoir cacher dans un fil statique le delegate et l'instancier une seule fois et le réutiliser. Donc il y a pas mal d'autres cas comme ça. C'est bien d'en être conscient, en tous les cas vous allez devoir mesurer les allocations et vous allez souvent tomber sur des trucs un peu tricky comme ça. Alors je propose de passer un peu de temps pour regarder cette question de Stack Overflow. Best practice to implement a low latency live financial data feed using WCF. Bon, déjà vous venez de comprendre pourquoi j'ai fait la track en français. Alors, il y a quelqu'un qui lui fait une réponse plutôt sympa, la première réponse. Déjà il lui dit que WCF c'est peut-être pas une bonne idée, là-dessus il n'a pas tort. Et ensuite il lui dit d'utiliser des sockets et protocol buffers. Cette réponse-là, elle est même approuvée par le grand Mark Gravel, ce qui n'est pas étonnant puisque Mark Gravel, c'est l'auteur de la lib de référence pour protocol buffer en .NET. Alors utiliser des sockets, c'est plutôt une bonne idée. Par contre, utiliser protocol buffer, c'est pas une bonne idée, parce que ça alloue évidemment. En fait, la majorité des libs de sérialisation qui existent vont allouer. Et donc, en gros, vous avez ce problème de l'allocation et vous avez aussi le problème des copies. Parfois, vous ne pouvez pas directement lire ou écrire sur votre structure de réception et d'émission sous-jacente. Donc il faut faire attention à ces deux points-là. La solution la plus simple, faites votre stérilisation vous-même. C'est facile à écrire, c'est facile à unit tester, c'est facile de faire des tests pour vérifier que ça alloue pas, et c'est facile de réaliser des micro-benchmarks. Par contre, ça va devenir assez fastidieux si vous avez beaucoup de types à sérialiser, ou bien si jamais vous avez besoin d'interopérabilité avec d'autres langages. Dans ce cas-là, vous pouvez faire de la génération de code, ou bien utiliser un framework qui va le faire pour vous, par exemple SBE. Pour ceux qui ne connaissent pas SBE, c'est un framework de sérialisation qui fait de la génération de code. Et en gros, il est très performant, il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'allocation, et en plus, vous avez l'interopérabilité entre C++, C# et Java.
Alors évidemment, il n'y a pas que la sérialisation qui alloue. En gros, vous allez pouvoir oublier quasiment l'intégralité des libs managés que vous connaissez. Alors il y a quelques éditeurs qui font des composants 0 alloc. Romain a parlé de Rapid Edition tout à l'heure, mais c'est quand même très limité et très orienté finance. Pour tout le reste, il y a des choses que vous allez devoir coder vous-même, ça c'est sûr. Puis il y a quelques astuces. Première astuce, si vous avez une tâche à exécuter de temps en temps qui alloue. Par exemple, recharger un cache à partir d'une base de données. Eh bien, en fait, vous pouvez confier cette tâche à un autre processus. Vous pouvez créer un processus enfant au démarrage, faire des communications IPC avec, et puis comme ça, vous pouvez lui déléguer des tâches qui seront exécutées dans ce processus, donc qui alloueront, mais ça n'aura pas d'impact sur les latences de votre process principal. C'est assez pratique, par contre, c'est plutôt à réserver à des tâches qui sont non critiques et asynchrones. En fait, vous ne voulez pas introduire un appel interprocess synchrone dans votre chemin d'exécution principal. Il y a une autre astuce toute bête, c'est tout simplement d'utiliser des libs natives. En fait, un platform invoke, c'est pas coûteux, c'est de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Donc généralement, c'est une option très intéressante. Par exemple, nous, on utilise souvent 0MQ pour les communications réseau. C'est une petite lib de messagerie très light. Eh bien, on n'a pas utilisé l'implémentation full.NET qui s'appelle NetMQ. On a utilisé une lib qui s'appelle CLRZMQ. Et en fait, c'est juste un petit wrapper sur la lib native de 0MQ. L'avantage, c'est que la partie managée, elle est réduite à son minimum et qu'elle n'alloue pas. Enfin, on l'a patché pour qu'elle n'alloue pas. Je vais laisser Romain conclure. Donc rapidement, en gros, la basse latence, ça peut être un besoin de métier. Donc ça peut être de façon très explicite une recherche de performance pure, être le plus rapide, parce qu'il y a un critère peut-être différenciant en étant rapide, mais on se rend compte en fait que tout ce dont on a parlé, donc toutes les techniques, les problématiques de mesure, les problématiques de stabilité de latence, peuvent aussi intervenir sur des projets qui existent depuis très longtemps et qui commencent à montrer des signes d'essoufflement. Ils ont été développés d'une certaine façon, ils n'avaient pas anticipé un gros pic de charge et ils se rendent compte qu'ils sont très impactés par exemple par les GC ou par la contention. Et donc c'est des problématiques qui reviennent quand même sur le devant de la scène, même si originellement c'était pas un besoin explicite de ultra low latency ou de low latency. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Dans tous les cas, ça sera pas facile, parce que là on a parlé beaucoup de ce qui est spécifique à .NET, à C#, et vous vous dites déjà, mais tout ça j'ai jamais à le faire, si je dois faire attention à tout ça, c'est juste l'enfer quoi. Ça fait beaucoup de choses à faire en plus, beaucoup de choses à penser en plus, alors que d'habitude, j'ai pas à le faire. Et bien clairement, vous allez devoir faire ça, mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, si vous devez faire de la basse latence, quel que soit votre stack, vous allez devoir faire plein de choses et faire attention à plein de choses auxquelles vous n'aurez jamais fait attention auparavant. Donc ça, c'est, que ce soit la contention, etc., les algorithmes, tout ça, c'est une évidence. Donc ça ne sera pas simple. En gros, si pour vous, le contexte y prête et que C# est l'option qui vous semble raisonnable, vous allez pouvoir y arriver. Ça ne sera pas facile, dans tous les cas, mais ça ne sera pas beaucoup plus facile ou pas facile, ou pas du tout facile. Putain, excusez-moi. Ça ne sera pas beaucoup plus facile. Je vais arrêter de tourner en boucle. En gros, si vous faites du C#, ça ne sera pas facile. Mais même si vous faites du code natif, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas forcément comparable, mais je vais passer à la slide d'après. Donc en gros, la basse latence, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Si vous avez la bonne équipe, il faut quand même être sensibilisé à pas mal de choses, avoir un bon niveau technique. Vous pouvez vous rendre compte que c'est une option valable, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Il faut simplement intégrer toutes ces considérations-là et introduire des nouvelles façons de programmer et des designs qui sont spécifiques à la basse latence. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on pense, et on pense même que c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, donc du côté Java et du côté C#. Il y a des grosses codebases existantes, notamment dans la finance, en Java, en C#, et les problématiques de latence qui sont devenues des problématiques de ultra low latency, elles sont déjà dans d'autres sphères, on est déjà dans du FPGA, donc ça reste du natif, de l'embarquer des choses très loin déjà de ce dont on parle là. Et par contre, tous les programmes existants vont devoir introduire de plus en plus au moins de la vigilance par rapport aux questions de latence. C'est terminé, si vous avez quelques questions. Alors,
c'est une bonne question. En fait, ce que j'ai même pas précisé quelque chose, c'est que les pools d'objets, c'est une technique qui existe depuis super longtemps, qui existe en C++ depuis très longtemps et qui continue à être utilisée même aujourd'hui dans des applications qui ont des contraintes de performance importantes, pour amortir pour des objets qui ont une durée de vie très faible, amortir le coût de l'initialisation, de l'instanciation et la destruction. Donc ils l'utilisent depuis très longtemps. Et en Java, ils l'utilisaient même au début parce que le GC était complètement foireux, quoi. Donc sur la contention, c'est un peu pareil. Toutes les problématiques que... ça devient un shared mutable state. Donc tu peux ne pas le partager, parfois ça suffit. Et s'il est à partager, tu peux le faire en utilisant des structures et des algorithmes log-free si tu veux vraiment éviter la contention. En fait, on a surtout insisté sur la partie stable unité de latence. Si vous avez une objet, déjà vous pouvez avoir un objet qui n'est pas forcément partagé. Vous pouvez en créer plusieurs dans votre programme et avoir des objets qui sont locales et donc justement vous n'avez pas besoin de gérer cette problématique. Ça c'est super. Et supposons que vous êtes obligé d'avoir une partagée, vous pouvez faire des algorithmes log-free qui vont limiter les coûts. Et donc en gros vous allez avoir un petit coût, et c'est un petit coût qui est vraiment rien comparé au fait d'avoir des pics de GC. C'est vraiment, ça va vers le côté stabilité. Je fais un petit coup supplémentaire, mais au moins j'ai une latence stable. On n'a jamais qu'une seule pool d'objets, hein, je n'ai pas précisé, c'est en général typé. Nous dans notre projet on a des dizaines de pools différentes, c'est même la source de certaines métriques, on monitore ça et on a moyen de monitorer l'état de toutes nos pools en temps réel, donc c'est-à-dire le nombre d'instants disponibles pour vérifier la latence, vérifier pardon, le taux d'occupation des pools, et ça nous permet justement de trouver des tailles qui sont adaptées et qui évitent d'avoir des allocations trop gourmandes au démarrage notamment. Alors, on n'a pas parlé du tout de l'aspect tooling, c'est vraiment une grosse partie du talk qu'on avait envisagé d'inclure au tout début. On a dû couper pour des raisons de timeboxing, je veux bien qu'on en rediscute après. Il ne faut pas oublier que le projet c'est quelque chose qui est en prod depuis 1 an et qui a commencé encore bien avant, donc tous les outils n'étaient pas disponibles. On a utilisé essentiellement des memory profilers classiques que vous avez l'habitude d'utiliser, et après on s'est beaucoup basé sur les moyens d'introspection et de monitoring qui sont disponibles au niveau de la plateforme Windows. On a pas mal de choses qui peuvent être possibles à ce niveau-là. Donc non, on n'a pas utilisé directement cet add-on dans ReSharper. Merci beaucoup.